Bonjour à tous, vous avez sans doute entendu parler des supercellules, ces orages surpuissants qui sèment le chaos partout où ils passent. Regardez cette vidéo impressionnante qui a été filmée en France, près de Reims. C'était en juin 2021, on voit parfaitement le phénomène avec ce nuage d'orage spectaculaire, ce mouvement de rotation, ça tourne donc, et en dessous, les précipitations diluviennes. Des supercellules, eh bien cela fait partie d'une catégorie à part d'orages. Il y a plusieurs types d'orages, parmi lesquels justement les orages monocellulaires, des orages avec une durée de vie assez courte, 20-30 minutes. Ils déversent des précipitations, mais c'est assez réduit en général. Ensuite, la catégorie la plus courante, les orages multicellulaires, une dégradation orageuse, des orages éparpillés un peu partout, qui en général suivent plus ou moins la même trajectoire, et il faut savoir que l'air qui s'échappe d'un orage contribue à alimenter les autres orages suivants. Et puis il y a les orages supercellulaires. La supercellule, comme l'orage monocellulaire, c'est une seule cellule orageuse, mais c'est la catégorie d'orage la plus puissante justement. Regardez ce que ça donne avec ce petit schéma qui vous montre le nuage d'orage en globalité. Comment se créent les supercellules? Quelles sont les conditions? Comme un orage classique, il faut de l'air chaud humide dans les basses couches de l'atmosphère et une arrivée d'air froid justement en altitude. Ça crée un gros contraste de masse d'air. Parfois entre ces deux masses d'air, on a 10 à 20 degrés d'écart entre l'air chaud et l'air froid qui arrive. Donc l'air chaud, vous le savez, s'élève, il crée le nuage d'orage, ça bourgeonne, mais ensuite on a l'air froid qui descend justement. L'air chaud, c'est le courant ascendant, l'air froid, c'est le courant descendant, et c'est là qu'on a les précipitations diluviennes et les phénomènes violents justement. En plus de ce contraste de masse d'air, il faut aussi des conditions de cisaillement de vent, c'est-à-dire des vents de vitesse, de direction différentes. Tout cela contribue à créer la supercellule orageuse. Et on a donc ce mouvement ensuite caractéristique de rotation, ça tourne donc. Alors justement, quelles sont les caractéristiques des supercellules? Eh bien déjà, elles durent très longtemps, 1 heure à 6 heures, contrairement à 20-30 minutes pour un orage classique. Pourquoi? Parce que dans un orage classique, eh bien l'air froid qui descend, la pluie qui tombe, contribue à faire mourir l'orage. Dans une supercellule, le courant ascendant est trop puissant et en plus il est en décalage, du coup, eh bien l'air froid ne contribue pas dans ce cas-là à faire mourir l'orage, ça se réalimente sans arrêt, ça dure des heures et donc ça parcourt une grande distance, plus de 300 km. En plus, on a ce mouvement de rotation qu'on va voir dans quelques instants en vidéo, et tout cela donne du vent violent, plus de 100 km à l'heure à l'avant des orages, des pluies diluviennes qui contribuent à donner des inondations éclairs, des grêlons géants de 5 à 10 cm de diamètre, c'est possible, et parfois, sous certaines conditions, en plus, une tornade. Alors, ces supercellules, en plus de ça, elles suivent une trajectoire atypique. En général, elles ne se dirigent pas de la même manière que les autres orages et elles se présentent souvent à l'avant d'une dégradation orageuse. Voilà à quoi ressemble une supercellule. L'anatomie de la supercellule. Alors ça culmine à 12 voire 18 km d'altitude, ça s'étend sur 30 à 50 km de large, c'est immense. Et en dessous, eh bien en dessous, on a parfois ce nuage mûr. Regardez, c'est tout petit, c'est ici le nuage mûr. Et c'est sous ce nuage mûr qu'on a, sous certaines conditions, la tornade. Mais vous voyez que la tornade, elle est minuscule, c'est un petit phénomène comparé à l'étendue énorme du nuage d'orage. Donc d'un côté, l'air chaud qui monte, comme on l'a vu, l'air froid qui descend avec de la pluie ou de la grêle, ici, justement. Et donc, c'est sur cette zone-là, sur l'air froid qui descend, qu'on a ce qu'il y a de plus violent en termes de grêlons, de pluie, de vent. En plus de ça, la supercellule, elle tourne, c'est le mésocyclone. Voilà comment on appelle ce mouvement de rotation, ici en accéléré évidemment, mais ça tourne même à l'œil nu si on se positionne assez loin. Ce mésocyclone, il est alimenté par l'air chaud et humide et aussi par le cisaillement de vent. Comment repère-t-on une supercellule sur les images radar? Par un crochet hook en anglais justement, sur le sud-est de l'orage. Regardez, on le voit ce crochet ici, et en rouge, eh bien, c'est une tornade au bout du crochet qui se trouve sous le nuage mûr. Sur les images satellites, on les repère très très bien, c'est énorme. Regardez, entre deux États américains, cette grosse boule blanche, c'est la supercellule. On va la voir également sur cette image de Joplin au Missouri, aux États-Unis. Joplin qui est connu pour cette tornade dévastatrice en 2011, et bien tout cela a été créé par une supercellule que l'on voit là justement gonflée sur les images satellites. Ça se repère très facilement.
Sous certaines conditions, en plus vous l'avez vu, on a parfois une tornade. Alors, pas toujours, il faut savoir que selon les statistiques américaines, un orage sur 100 donne une supercellule pour les États-Unis, et une supercellule sur 6 génère une tornade. En France, on n'a pas ce genre de statistiques, mais en tout cas, ce sont vraiment sous les supercellules qu'on a les tornades les plus violentes. C'est vraiment signe de phénomène violent, une supercellule. En France aussi, on a des supercellules, et ce n'est pas nouveau. Regardez ces images de nos meilleurs chasseurs d'orage français, merci à eux pour leurs photos. On voit bien le mésocyclone avec ce mouvement de rotation qui est ici figé, le rideau de pluie en dessous. Alors il n'y a pas de statistiques pour la France, mais on sait qu'il y avait des supercellules dans le passé, c'est juste qu'effectivement elles sont davantage filmées, davantage photographiées. Il y a différents types de supercellules en fonction d'ailleurs de la position du mésocyclone sous le nuage d'orage. On a la supercellule classique qui parfois donne une violente tornade, la supercellule HP, High Precipitation, supercellule diluvienne en français, qui donne donc, comme son nom l'indique, des précipitations diluviennes justement. Elle est dangereuse car parfois on a une tornade en dessous et la tornade est cachée sous les précipitations diluviennes, des précipitations très étendues qui bloque complètement la visibilité. Supercellule LP, Low Precipitation, supercellule sèche en français, justement. Celle-là est très belle, elle est très bien prise en photo souvent par les chasseurs d'orage, mais elle est dangereuse aussi. Elle peut donner une violente tornade, des grêlons géants, du vent violent, et sa durée de vie en général est plus courte que la supercellule diluvienne qui, elle, crache de la pluie pendant plusieurs heures. Et puis on a les mini-supercellules qu'on a parfois en France, elles culminent à seulement 10 km d'altitude, contrairement à 15-18 pour les autres. On en a également des mini-supercellules autour des ouragans, des tempêtes tropicales, aux États-Unis, dans les Antilles. Autour des ouragans, il y a de l'instabilité, des orages, et parfois ce sont des mini-supercellules. Elles sont aussi dangereuses quand même, il faut s'en méfier également. Et parfois également, on a une supercellule qui peut se scinder en deux, donc deux supercellules, et l'une d'elles en général meurt et l'autre continue sa route. Alors, grande question, y a-t-il plus de supercellules qu'avant? Et notamment avec le réchauffement climatique, on peut vraiment se poser la question. Difficile de répondre, il n'y avait pas de statistiques dans le passé, et il y en a maintenant depuis quelques années. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces photos impressionnantes, on pourrait le croire. Réponse de la NASA sur l'évolution en fonction du réchauffement climatique. D'un côté, avec le réchauffement, on a plus de chaleur, plus d'humidité, donc ça pourrait donner lieu à davantage d'orages violents. Et d'un autre côté, eh bien, le réchauffement devrait un petit peu restreindre le cisaillement de vent dans les latitudes moyennes, qui est indispensable lui aussi à la création d'orages violents et de supercellules. Donc, un facteur pourrait contribuer aux supercellules et l'autre non. Donc difficile de répondre. En tout cas, c'est vrai qu'avec toutes ces images d'inondations éclairs, de grêlons géants, on a l'impression qu'il y en a plus, c'est juste qu'il y a plus de téléphones portables pour les filmer. On les repère mieux également, les scientifiques, les météorologues les repèrent mieux. Mais le consensus scientifique actuel tend vers non pas plus d'orages violents, non pas davantage de supercellules, mais probablement des précipitations plus intenses sous les supercellules. Et en plus, comme on a l'urbanisation qui joue son rôle avec le bétonnage, eh bien, plus de précipitations sur du sol davantage hermétique, eh bien ça donne plus d'inondations. Voilà les prévisions pour les prochaines années en fonction de l'urbanisation, mais aussi du réchauffement climatique. En tout cas, soyez très prudents avec les supercellules. C'est vrai que ça peut donner envie, ces images, d'aller à la rencontre de ces phénomènes spectaculaires. Sachez quand même qu'il est difficile de les prévoir. On peut prévoir un risque de supercellules, tout comme on prévoit un risque de tornade. Ce n'est pas assuré à 100%. Mais dans tous les cas, ça reste un phénomène qui est très dangereux, assez imprévisible, donc grande prudence à tous si vous avez l'intention d'admirer le ciel et ces phénomènes spectaculaires. À bientôt!